Général Vincent Desportes, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans une ambiance familiale, comme vous l'avez constaté ce matin sur Radio J, pour parler d'une actualité évidemment qui est beaucoup plus rude. Comment résumez-vous la situation militaire des Russes en Ukraine aujourd'hui ? C'est un enlisement ? C'est une guerre d'usure ? 5 lettres. 5 lettres. Échec. Échec. C'est un échec de toute la stratégie mise en place. Ce qui ne veut pas dire que finalement les armées russes ne déboucheront pas. Moi, j'y crois pas trop. Mais pour l'instant, c'est un échec puisque tous leurs objectifs initiaux, aucun plutôt n'a été atteint, et la situation russe est aujourd'hui, les Russes sont totalement enlisés. On n'a pas percé à Kiev. On n'a pas véritablement progressé sur tout le front oriental à partir du Donbass. On n'a pas pris Odessa. Les troupes sont bloquées à Mykolaïev. Et donc, au fond, c'est un échec qui va imposer au moins une pause opérationnelle de plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, avant de recapitaliser et éventuellement de repartir à l'assaut. Mais ce sera difficile parce que l'essentiel des troupes russes et leur fer de lance a été engagé et est déjà profondément usé. Est-ce qu'on a une idée précise des pertes en hommes et en matériel ? Alors, c'est assez compliqué, mais on a des estimations et il semble qu'on ait un chiffre qui soit sorti par erreur de la machine russe, qui serait de l'ordre de 9000 morts. 9000 morts, si vous multipliez par le coefficient habituel, qui est de 3, pour le nombre de pertes en tout genre, on serait de l'ordre de 30 000. Alors, il faut bien comprendre que c'est évidemment énorme. C'est énorme. Si on compare ça aux pertes, par exemple, pendant la guerre en Afghanistan, les Russes ont perdu, morts, 15 000 hommes, mais en 10 ans. Là, on est à peu près 10 000 en 4 semaines. Ça n'a rien à voir. Les Américains ont perdu 5 000 hommes en Afghanistan, mais en 20 ans. Et les ratios le taux de 10 000 sur un mois est pas fou, parce que on doit se rappeler que pendant la Première Guerre mondiale, nous, Français, et c'est une guerre de haute intensité, nous perdons 1000 hommes par jour, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la campagne de France en mai-juin, nous perdons 2000 hommes par jour. Donc c'est des chiffres qui sont vraisemblables, mais qui sont évidemment extrêmement lourds. Est-ce que vous croyez que pour sortir de cet enlisement, les Russes pourraient passer à d'autres types d'armements, comme le chimique ou le fameux nucléaire tactique ? Eh bien, je dirais c'est théoriquement et concrètement tout à fait possible. On voit bien que cet enlisement va demander une réponse. Elle peut avoir une réponse de type diplomatique. Le président Poutine, finalement, se contentant de ce qu'il a acquis pour l'instant, et ça n'est pas négligeable, puisqu'il est en Crimée, il a établi la continuité territoriale pratiquement entre la Crimée et le Donbass, donc il a déjà des gages et pourrait chercher à se retirer, ce qui serait évidemment raisonnable. Mais l'autre solution, hélas, c'est de tourner vers la droite le rhéostat de la barbarie et d'aller encore accroître la violence. Ce qu'il n'est pas du tout impossible, puisque c'est la voie sur laquelle il s'est engagé maintenant. Il a utilisé déjà des armes thermobariques, dit-on. Il a utilisé, dit-on aussi, des armes au phosphore, et il lui reste évidemment sous le pied un certain nombre de choses, dont désormais, mais c'est une marche extrêmement importante à franchir à tout point de vue, les armes de destruction massive que pourrait être l'arme chimique et l'arme nucléaire tactique. Et comment réagirait l'OTAN s'il y avait de telles utilisations d'armes ? Qu'est-ce qu'on peut faire sans basculer dans la guerre mondiale ? Bien, vous savez bien que c'est toute la difficulté, et Joe Biden, évidemment, hier, s'est bien gardé de donner une réponse. Il a dit hier à Bruxelles, s'il y a une arme et l'utilisation d'armes chimiques, il y aura une réponse. Eh bien, il ne peut pas y avoir de réponse plus ambiguë que ce qu'a dit évidemment Joe Biden. Moi, je pense que les Américains se sont rappelés ou se rappellent de la ligne rouge établie par monsieur Obama quant à l'utilisation d'armes chimiques par monsieur Assad en Syrie. Eh bien, il y avait une ligne rouge, elle a été franchie, ils n'ont rien fait, ce qui, je dirais, par conséquence, a peut-être
produit l'arrogance de M. Poutine qui se saisit de la Crimée, qui se saisit du Donbass et qui aujourd'hui continue et qui ne croit plus à la force américaine, à tort d'ailleurs, à la force de l'Occident, à tort. Donc, y aurait-il une réponse? Écoutez, j'en sais rien. Peut-être, comme d'habitude, ferons-nous une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. Sinon, il faudra aller faire la guerre. Et aller faire la guerre, on le sait bien, c'est mettre le premier pied sur le barreau de l'échelle de l'escalade atomique. Donc, évidemment, on rentrerait dans une autre forme de guerre dans laquelle nous-mêmes, quoi qu'on puisse en penser, nous Français à Paris, à Bordeaux, à Lyon, serions directement menacés. Est-ce que ces événements changent votre opinion vis-à-vis de l'OTAN, de sa nécessité, de son avenir? Vous étiez sévère il y a quelques années sur l'OTAN. Je crois qu'il y a avant la guerre et il y a la guerre. Je crois que l'OTAN est pour partie responsable, non pas évidemment de l'agression russe et de sa barbarie, mais des tensions qui ont été établies et non pas diminuées en Europe. On en reparlera après, on ira chercher les responsabilités après. Maintenant, nous sommes dans la guerre et on fait avec ce qu'on a. Et on a l'OTAN. Et l'OTAN, bien sûr, est un outil qui, aujourd'hui, est indispensable. Parce qu'il est l'outil qui permet de manière opérationnelle d'utiliser les forces européennes, puisque l'OTAN nous a empêchés d'avoir un commandement européen capable de conduire des opérations. Donc, nous avons l'OTAN, et il faut faire avec. En revanche, il faudra se rappeler que nous sommes aujourd'hui totalement dépendants du bon vouloir d'un président américain qui est quand même d'abord préoccupé par ses élections de mi-terme et par le problème de Taïwan. Et que donc, oui, l'OTAN, pourquoi pas l'OTAN? Mais alors, avec un pilier européen solide et décisionnaire, nous n'avons pas à dépendre d'un grand allié qui nous vassalise et dont les intérêts stratégiques sont de plus en plus divergents des nôtres. Est-ce que vous partagez le sentiment que l'armée française serait aujourd'hui incapable, techniquement, d'affronter, de soutenir une guerre de haute intensité, comme on le dit désormais? Non, mais et là, c'est pas un sentiment, c'est une réalité, si vous voulez. C'est une réalité. Et un des derniers rapports du Sénat nous le montre bien. Nous manquons totalement d'épaisseur stratégique. Est-ce que c'est anormal? Alors pas complètement. Évidemment, nous sommes le résultat d'un quart de siècle de dégradation de nos budgets, d'illusion du monde. Les Européens ne s'occupent plus de la guerre parce qu'ils croient l'avoir tuée. Nous vivons dans un monde que nous croyons bienveillant alors qu'il ne l'est pas. Et puis une armée ne sait faire en gros qu'une guerre à la fois. Nous, ça fait 20 ans que nous nous entraînons à des guerres qui sont des guerres, mais d'une nature différente, en Afghanistan et au Sahel. Cela, nous savons bien les faire. Nous avons un outil qui est dimensionné pour celle-là, mais pas pour une guerre de haute intensité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas rester dans la léthargie dans laquelle nous étions en 1910, ou la léthargie dans laquelle nous sommes restés jusqu'en 1938. Nous n'avons pas réarmé, nous n'avons pas reconstruit nos stocks de munitions, nous ne nous sommes pas dotés d'artillerie à longue portée, celle-là qui nous a fait tellement défaut au début de la guerre de 14. Et je crois que c'est tout de suite qu'il faut lancer un vaste programme de réarmement, quoi qu'il en coûte. La guerre est à nos portes et donc il faut prendre des mesures industrielles, des mesures économiques pour se préparer à la guerre qui vient. Si nous ne nous y préparons pas, elle viendra sur notre territoire. Vous demandez donc, dès le début du quinquennat suivant, une nouvelle loi de programmation militaire réorientée vers ces nouveaux défis avec ces chantiers stratégiques, artillerie, munitions ? Alors évidemment, et je crois que le président Macron s'est déjà engagé, et d'ailleurs la plupart des candidats ont bien compris que là, nous étions devant une nouvelle nécessité, porter l'outil de défense de la France à la hauteur des défis et des enjeux que nous allons rencontrer. Mais je demande plus que ça, c'est dès aujourd'hui. Vous savez, on a vu M. Poutine a tenté de refaire son armée depuis 15 ans, mais on voit bien qu'en fait, il n'y est pas arrivé. Bon, il n'y a pas que ça, hein, mais enfin, néanmoins, il n'est pas allé aussi loin qu'il le pensait, c'est bien naturellement pour l'Ukraine. Mais aujourd'hui, non, il faut faire plus que ça. On n'a pas à attendre une loi de programmation militaire. Il faut aujourd'hui comprendre que la menace est à nos portes, que nous pouvons avoir une vraie guerre dans nos campagnes, dans quelques mois ou dans quelques semaines. Et que donc c'est aujourd'hui où il faut relancer notre production d'armement, accroître nos stocks de munitions, faire un véritable effort de guerre si l'on veut éviter la guerre. Les Américains disent « freedom is not free ». Eh bien
oui, la sécurité et la liberté des Français n'est pas gratuite. Il faudra faire des sacrifices sur autre chose. Peut-être voir le coût des carburants grimper, peut-être voir le coût du pain grimper, de manière à ce que la France se dote de cet outil militaire dont elle peut avoir besoin très rapidement. Mais pourtant, si des chars traversaient l'Europe de l'Est et l'Allemagne jusqu'à nous, bien avant qu'ils arrivent à nos frontières, on serait dans une logique de dissuasion nucléaire. Le nucléaire doit nous protéger de ça. Mais vous avez bien raison, et c'est très important, et merci de le rappeler à nos auditeurs, que nous faisons cette guerre sous menace nucléaire, et que quand nous mettons un soldat français en Roumanie, ça n'est pas un soldat français, c'est le premier échelon de la grande chaîne qui conduit à une riposte nucléaire. La France a des responsabilités considérables, parce que nous sommes la seule puissance nucléaire de l'Europe, et il est dans la doctrine française, écrite, on peut le retrouver dans n'importe quel document, que lorsque le président français estime que les intérêts vitaux sont menacés, il a pas le droit, mais c'est dans la doctrine, de tirer un coup nucléaire dit d'avertissement pour tenter d'arrêter la guerre. Mais le problème, c'est que la rationalité en guerre nucléaire peut rapidement disparaître. Nous ne connaissons pas bien la rationalité des fous. Dès qu'on met un pas dans cette affaire-là, on ne sait pas du tout où on peut s'arrêter. Général Vincent Desportes, je signale votre prochain livre, Viser le sommet, c'est chez De Noël, apparaître le 4 avril, écrit avec Christine Kerdelan. Et je vous remercie, bonne journée. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Christophe, et à votre invité, donc général Vincent Desportes. La guerre est à nos portes. Voilà donc notamment ce qu'a dit le général ce matin sur notre antenne. Merci, Christophe, et on vous retrouve lundi avec votre invité à 7h45. Ce sera Michel Alliot-Marie, ancienne ministre de la Défense, auteur de l'ouvrage Voir plus loin.